Bonjour et bienvenue sur Info 83. Merci de nous suivre. Vous le savez peut-être, vous le savez certainement d'ailleurs. Dans quelques heures, à 18h, le Premier ministre s'adressera aux Français pour dresser un bilan de cette première quinzaine de reconfinement dans le cadre de la clause de revoyure fixée par le président de la République. Jean Castex devrait demander à tous les Français 15 jours d'efforts supplémentaires. Également annoncer une surveillance renforcée, mais aucune nouvelle mesure. Le chef du gouvernement devrait dresser un bilan, je vous l'ai dit, donc sur le télétravail, les transports, le soutien aux petits commerces qui sont fermés, fermeture d'ailleurs très contestée, qui devrait d'ailleurs être maintenue. À ses côtés, le ministre bien sûr de la Santé, Olivier Véran. Il y aura également Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie, le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer qui sera là, puisqu'il est question notamment, en tout cas dans les infos que nous avons, peut-être de fermer les lycées. En tout cas, ce n'est pas prévu, mais c'est ce qui était annoncé. Les contrôles renforcés également, en présence du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Et pour dresser un bilan sanitaire et évoquer les mesures de respect du confinement dans le département du Var, nous avons invité sur le plateau d'Info 83, monsieur le préfet du Var, Evance Richard. Bonjour, monsieur le préfet. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avez-vous des informations, puisque certains journalistes apparemment en ont, sur la teneur du discours du Premier ministre ce soir ? Non, nous n'en avons pas, et quand bien même j'en aurais, je respecterai quand même dans ce que j'ai dit, le Premier ministre pour lui en laisser la primeur. Dans ce que j'ai dit, c'est à peu près ce qui va se dire, c'est surtout un bilan. Pas de nouvelles mesures. Un bilan qui semble au niveau national montrer quelques signes de légère amélioration, mais qui ne sont pas suffisants pour justifier un relâchement des comportements. Donc on continue comme ça, pas d'assouplissement. Nous verrons bien ce que le Premier ministre annonce ce soir, mais je crains qu'il ne faille pas espérer grand-chose en la matière. Monsieur le préfet, si vous le permettez, nous allons faire un état des lieux sanitaires du département du Var. Alors on a appris hier que le taux de reproduction de l'épidémie de coronavirus est à nouveau inférieur à 1. Cela signifie que les personnes infectées contaminent moins. Est-ce que c'est le cas également dans le département du Var ? Alors vous avez des chiffres peut-être ? Alors les chiffres qu'on a, ce sont des indicateurs qui sont quand même très globaux. C'est le taux d'incidence, le taux de positivité, à la fois par tranche d'âge ou par EPCI. On a la sollicitation des urgences, la sollicitation d'SOS médecins, puisque sur le secteur libéral, c'est sans doute le meilleur indicateur qu'on puisse avoir. Le R, le taux de reproduction au niveau départemental, on ne l'a pas. D'accord. La situation dans le Var, donc les hôpitaux, comment ça se passe ? Le taux d'occupation de lits en réanimation, est-ce qu'on est à bloc ? Est-ce qu'on est la situation dans le département du Var, je crois qu'il faut en être bien conscient, elle est compliquée. Elle est compliquée parce que jusqu'à ces derniers jours, les indicateurs étaient tous à la hausse. Aujourd'hui, on ne sait pas si on amorce une décrue ou si on est sur un plateau, que ce soit sur l'incidence ou la positivité. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que sur la sollicitation des hôpitaux, on est dans une situation extrêmement compliquée. Ce n'est pas nouveau, puisque c'est un point que je n'avais cessé de mettre en avant depuis plusieurs semaines. C'est vrai que pour faire face à l'afflux de malades et à l'afflux de réanimation, on a été obligé d'augmenter le nombre de lits. Je rappellerai qu'on a quasiment doublé le nombre de lits en réanimation aujourd'hui, et heureusement, puisque aujourd'hui nous avons un nombre de malades Covid en réanimation qui correspond à 1 ou 2 unités près au nombre de lits de réanimation que l'on avait au début de l'automne. C'est-à-dire que si on n'avait pas doublé nos capacités d'accueil en réanimation, aujourd'hui, on serait dans des situations comparables à celles que connaissent d'autres départements de la région, qui sont obligés d'envoyer certains de leurs patients les plus gravement atteints vers d'autres départements. Une situation sur les EHPAD également, monsieur le préfet. Alors les EHPAD, c'est un sujet de préoccupation, parce que ce qu'on constate depuis quelques semaines, c'est une multiplication de cas de Covid dans ces établissements. Grosso modo, on a plus d'un EHPAD sur 2 où il y a des cas de Covid, soit
chez les personnes âgées qui sont accueillies, soit dans le personnel soignant, avec un nombre de clusters relativement significatif et parfois avec nombre de personnes atteintes extrêmement important. Comment se fait-il justement qu'il y ait ces contaminations dans les EHPAD? C'est un manque de vigilance? Je suis mal placé pour le dire, parce que c'est l'ARS qui serait certainement la plus à même de vous apporter les précisions. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où certaines personnes peuvent être porteurs du Covid et être asymptomatiques, c'est vrai qu'elles peuvent être plus facilement contaminer certaines personnes que d'autres. Et puis, je rappellerai que pour essayer d'éviter l'isolement total aux personnes âgées, on a aussi autorisé des visites. Et malheureusement, on sait bien que jusqu'à ces dernières semaines, parfois, les familiers, les proches qui venaient visiter leurs anciens ne prenaient pas toutes les précautions nécessaires. Est-ce que ce reconfinement, monsieur le préfet, est respecté dans le Var? Alors 60% des Français, on l'a vu dans un sondage IFOP, avouaient avoir transgressé les règles, parce qu'on a vraiment l'impression, vu du dehors comme ça, que ce confinement n'est pas respecté. Que disent les chiffres? Dites-nous tout, monsieur le préfet. Ce qu'il faut bien voir par rapport au confinement qu'on a connu au printemps, c'est que les conditions du confinement actuel sont quand même sensiblement différentes, puisque je rappelle que les écoles, les collèges, les lycées sont ouverts, donc les jeunes s'y rendent matin, midi et soir pour venir chez eux. Les parents les accompagnent. Par ailleurs, l'activité économique, si l'on accepte certains commerces bien particuliers, eh bien, se poursuit, même si le télétravail a certainement progressé depuis le printemps. Donc ça fait forcément sur les routes, dans les rues, un nombre beaucoup plus considérable de personnes que ce qu'on pouvait voir au printemps. Alors nous sommes extrêmement vigilants sur les respects du confinement et des mesures d'interdiction de déplacement de la part des particuliers. On est également extrêmement vigilants de la part des commerces pour vérifier que notamment les grandes surfaces n'enfreignent pas les interdictions de vente de certains produits, faute de quoi, évidemment, les mesures d'interdiction qui sont faites à certains commerces d'ouvrir deviendraient rapidement insupportables. Il y a beaucoup d'infractions qui sont constatées. Elles sont en hausse par rapport au premier confinement, par exemple, parce que le fait qu'il y ait beaucoup plus de monde dehors, parce que vous venez d'expliquer, est incitatif pour sortir. Certainement. Donc, police, gendarmerie, CRS, contrôle, et même les polices municipales, matin, midi et soir, jour de semaine, comme pendant les week-ends. Aujourd'hui, si on se réfère aux chiffres police, gendarmerie, CRS, c'est plus d'1 millier de verbalisations qui ont déjà été faites depuis le début du mois, sachant que les premiers jours, puisque c'était le week-end de la Toussaint, que les gens rentraient de vacances, qu'il y avait des tolérances pour aller donc aussi bien dans les lieux de culte que dans les cimetières. Donc les premiers jours n'ont pas débouché sur un nombre de verbalisations significatif, mais on voit le nombre de verbalisations augmenter, et je peux vous assurer que demain et pendant le week-end, les contrôles se multiplieront avec, pour certains d'entre eux, la présence de membres du corps préfectoral. Oui, c'est ce qu'a demandé d'ailleurs le ministre de l'Intérieur, pardon. Et le Premier ministre. Et le Premier ministre également, d'accroître les contrôles, d'être beaucoup plus ferme, des contrôles visibles, des points de contrôle fixes également. C'est ce que vous allez mettre en place. Tout à fait. Donc, à partir on l'avait déjà fait sur le port du masque dans les rues de Toulon. Depuis quelques jours, CRS ou gendarmes se mettent à certains péages autoroutiers, mais on fera également donc dans les zones les plus rurales du département des contrôles pour bien vérifier que tout le monde respecte les autorisations, les interdictions de circulation. Parce que ça, moi, je voudrais aussi le répéter, parce que certains dans le département n'en sont pas convaincus. Le virus, il est partout. C'est pas une affaire de Toulon, ce n'est pas une affaire de métropole toulonnaise. Et quand on regarde le chiffre de certains EPCI, y compris dans le centre du département, il n'y a plus le taux d'incidence ou le taux de positivité est plus élevé que celui qu'on constate sur le littoral. Donc d'où les obligations de port du masque dans certaines communes qui se multiplient et qui vont continuer à se multiplier, et d'où aussi la vigilance qu'on doit avoir partout sur le respect du confinement. Est-ce qu'il y a dans les infractions qui sont constatées beaucoup de récidives ?
Alors là, on n'en est pas encore à regarder les récidives, parce que le nombre de verbalisations, même si on a largement dépassé le millier, n'est pas suffisamment significatif. Et puis, on a derrière nous qu'une semaine de recul. On va peut-être répéter les règles des déplacements, parce que pour certains, ça reste apparemment pas très clair encore. Combien de déplacements par jour autorisés ? Le moins possible, mais c'est vrai que quand vous prenez l'attestation, vous pouvez accompagner vos enfants à l'école, vous pouvez aller faire vos courses, vous pouvez faire votre petite promenade d'1 heure, aller porter secours, assistance ou aller visiter donc une personne âgée des dépendantes. Et l'idée, ce n'est pas de cumuler l'ensemble de ces possibilités sur une seule journée. C'est vraiment de rester le plus longtemps possible chez soi et éviter au maximum les contacts. Parce que ce qui se comprend ou se croit dans la population, c'est qu'on a le droit de sortir plusieurs fois par jour. Et une espèce de... Et on avait déjà ce même sentiment et cette même interprétation au printemps. On voyait quelquefois même les personnes les plus vulnérables sortir d'abord pour aller acheter une baguette, ensuite ses fruits, enfin sa viande. Et on avait certaines personnes âgées qui étaient finalement dehors quasiment comme si de rien n'était. Alors les commerces, vous l'avez évoqué tout à l'heure, est-ce que vous avez constaté aussi une infraction dans le respect des règles des commerces ? Alors nous sommes extrêmement attentifs à la situation du commerce. Les services de la direction départementale de la protection des populations, donc qui ont en leur sein l'ex-concurrence, consommation et répression des fraudes, sont très très attentifs à ce qui se passe sur notamment la grande distribution, les grandes surfaces. Il y a un contrôle systématique de ce qui se passe à l'intérieur de ces établissements. Pour l'instant, ce qu'il ressort des contrôles qui ont été effectués, c'est que les interdictions de vente sont respectées. Là où il y a des discussions, c'est sur le respect de la jauge, puisque vous savez que ces commerces ne peuvent pas accueillir tout moins chaque client doit disposer d'au moins 4 mètres carrés. Donc certains ont des dispositifs très sophistiqués pour s'assurer qu'en permanence la jauge est respectée. D'autres font ça un peu au doigt mouillé en fonction de ce qu'ils voient dans les rayons, sans que c'est une rigueur scientifique avérée. Donc, à plus d'une semaine à 10 jours donc, de ce reconfinement, vous êtes somme toute satisfait du respect de ce confinement par toutes les parties, par la population et puis également par les commerçants ? Écoutez, globalement, ça se passe plutôt bien, même si, comme vous le soulignez tout à l'heure, certains ont quand même un peu tendance à abuser des attestations de sortie. Justement, par rapport au commerce, il y a des aides économiques qui sont proposées par le gouvernement, les aides aux entreprises, notamment pour le passage au numérique. On aura l'occasion d'en parler sur Info 83. Il y a également donc une toute nouvelle mesure également, c'est le besoin de trésorerie avec le CODEFI, qui est le comité départemental d'examen des problèmes de financement des entreprises que vous présidez, que vous pilotez, je crois. Ça sera présenté incessamment sous peu, je crois. Tout à fait, donc on fera un point demain avec... En quoi il va consister ce CODEFI ? Alors le CODEFI, c'est une vieille institution. Que nous avons sorti des placards. Il y a plus derrière nous, oui, qui a au moins 25 ans, si ce n'est 30 ans, qui vise à apporter donc une aide aux entreprises en difficulté, au-delà des facilités qui sont traditionnellement accordées à celles-ci, c'est-à-dire que c'est vrai, quand une entreprise a quelques difficultés de trésorerie, elle peut se tourner vers l'URSSAF ou vers la DDFiP pour obtenir des reports de charges fiscales et sociales avec des plans qui peuvent aller jusqu'à 36 mois. Mais on voit bien que ce sont des aides à la trésorerie, mais qui ne résolvent pas forcément les problèmes structurels que peuvent rencontrer ces entreprises. Alors c'est vrai que depuis la crise, on a accru certains dispositifs, le fonds de solidarité pour les petites sociétés, les prêts garantis par l'État pour un nombre d'acteurs plus significatifs et qui ont généralement une taille supérieure aux entreprises qui bénéficient du fonds de solidarité. On voit bien que parfois le PGE n'est pas accordé parce que l'entreprise ne répond pas à tous les critères qui sont imposés. Et donc il y a la possibilité pour l'État
de passer ces entreprises donc en co-défi, qui permettent d'avoir une vision globale de la situation de l'entreprise, de pouvoir lui proposer des audits pour essayer de creuser un petit peu les problématiques ou préciser les intuitions que peuvent avoir soit les chefs d'entreprise, soit les responsables des services de la DDFiP ou des URSSAF, et qui permettent d'apporter, quand les audits sont concluants, des aides, soit sous forme de prêts bonifiés, soit sous forme de prêts participatifs, sachant que la possibilité de recourir à l'un ou à l'autre dépend essentiellement du nombre de salariés de ces entreprises. Donc c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps. Dans ma carrière, je me souviens du milieu des années 90, quand j'étais secrétaire général de la préfecture de l'Aube à Troyes, je présidais le CODEFI quasiment une fois tous les 15 jours, parce que c'était une ville qui était marquée par un secteur textile extrêmement important, qui traversait une crise absolument inouïe. Et tous les 15 jours, j'avais 3, 4, 5 entreprises qui passaient au sein de cette instance. Là, on voit bien que même ce dispositif qui a été donc revigoré, remis donc en selle, on a un nombre d'entreprises pour l'instant extrêmement limité. Pour vous donner quelques chiffres, on aime bien quand vous nous donnez des chiffres, depuis que je suis préfet du Var, c'est-à-dire depuis fin août, je n'ai présidé qu'un seul CODEFI avec une seule entreprise qui n'était pas non plus une entreprise extrêmement importante, puisque en tout et pour tout, elle devait avoir moins d'une quarantaine de salariés sur l'ensemble du territoire national. Vous venez d'ailleurs, vous étiez avant dans la Loire, je crois, oui, c'est ça, préfet de la Loire. Est-ce qu'il y a des géotypes de comportement par rapport à cette crise sanitaire ou pas du tout? Les Français se comportent, quel que soit le territoire, de la même manière, dans le respect? Non, mais je crois que chaque territoire a sa spécificité. C'est vrai qu'ici, pendant l'été, le respect des mesures barrières a été sans doute un petit peu plus compliqué qu'il ne l'a été dans la Loire, parce que c'est vrai qu'ici, l'été, c'est synonyme de vacances, de fêtes, et que certains ont peut-être été tentés d'oublier un peu trop vite les mesures de précaution qu'on leur demandait de conserver. J'imagine que dans la Loire, qui est un département moins touristique, les choses ne se sont pas passées de la même façon. Mais aujourd'hui, on voit que malgré ces constats, il y a une disparité entre les départements extrêmement sensibles, puisqu'aujourd'hui, la Loire est un département les plus touchés par le Covid, avec des taux d'incidence qui dépassent les 1000 et une saturation totale du secteur hospitalier. Depuis votre prise de fonction, fin août, vous avez, depuis le reconfinement, avez-vous eu à casser un arrêté municipal qui aurait été pris pas du tout, hein, il n'y a pas eu de municipalités qui se sont comportées. Ici, je m'efforce de nourrir un dialogue soutenu avec les élus, avec le président de l'association des maires du département en particulier, qui est donc Hubert Falco, le maire de Toulon et président de la métropole. J'essaie de discuter, en tout cas on échange. Bon, il y a eu quelques discussions sur le port du masque. C'est vrai que certains, ce n'est pas moi qui ai cassé les arrêtés municipaux, certains élus ont attaqué mes arrêtés préfectoraux. Sans grand succès, mais bon, on essaie de faire prévaloir, c'est évidemment le dialogue, les échanges, et on est à l'écoute. C'est vrai que le week-end dernier, il y a eu de fortes tensions sur la question de l'ouverture du petit commerce. Mais ici, les élus, donc à l'initiative de l'association des maires du département, se sont montrés très, très raisonnables, et les mesures qui ont été annoncées dans la foulée par le Premier ministre ont largement contribué à les relations ont été tendues donc dernièrement par rapport justement à ce dossier des petits commerces. Oui, parce que c'est vrai que les petits commerçants se sont montrés à la fois déçus, surpris, et c'est vrai que pour eux, il faut bien comprendre que fermer le rideau pendant une durée indéterminée, quel que soit le montant des aides de l'État, c'est pas simple à vivre et accepter. Surtout quand à côté on a des grandes surfaces ou des géants des nouvelles technologies qui peuvent leur faire concurrence. D'où la nécessité de veiller à ce que côté grande distribution, celle-ci respecte scrupuleusement les interdictions qui lui sont imposées.
Vous le comprenez quand même, ces frondes des petits commerçants. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est difficile à expliquer. C'est évidemment, quand on est touché dans ses propres intérêts, c'est toujours extrêmement compliqué et extrêmement douloureux. Mais je crois qu'il faut mettre ça en regard de la situation sanitaire, parce que n'importe qui aujourd'hui ou demain peut être touché par le Covid. Et le jour où, parce qu'on n'aura pas pris de précautions suffisantes, parce qu'on n'aura pas respecté le confinement ou qu'on en aura contesté le principe, si le système hospitalier est saturé, eh ben, on n'est pas sûr d'y être admis. Donc, je pense qu'il faut être extrêmement prudent pour soi-même, parce que peut-être qu'un jour on sera malade, peut-être que si on est malade, eh ben, ça sera peut-être plus grave qu'on ne l'imagine. Et puis, il faut avoir aussi quelques égards pour celles et ceux qui servent dans le service hospitalier, qui se dévouent, mais qui ne peuvent pas faire de miracle au-delà des moyens dont ils disposent. Vous avez évoqué tout à l'heure également le problème du port du masque. Alors justement, pourquoi avoir déclaré le port du masque quartier après quartier, ville après ville, et non pas tout le département C'est-à-dire que cet été, la situation paraissait quand même plus simple que celle que nous connaissons aujourd'hui. On avait donc quelques poches où on avait détecté, notamment autour du golfe de Saint-Tropez, des taux de positivité, des taux d'incidence extrêmement élevés. On voyait bien que sur ce secteur, un certain nombre, notamment de jeunes, ne respectaient pas les mesures barrières. Et il était important quand même de pouvoir imposer et de pouvoir contrôler au moins celle-ci, puisqu'elle est à la fois la plus visible et la plus facile à faire respecter. Et donc, au fur et à mesure que la crise s'est développée, que le virus s'est diffusé, eh bien, on a étendu progressivement, d'abord sur les zones les plus fréquentées des principales communes du littoral du département. Et puis, quand les taux se sont envolés, eh bien, on est allé sur des périmètres beaucoup plus larges, préférant la totalité de la commune qu'à telle rue ou tel quartier qui pose problème, parce que les gens disent pourquoi moi, alors que si j'habitais en face, 3 numéros plus loin, je ne me verrais rien imposer. Avant de vous libérer dans vos nombreuses occupations, monsieur le préfet, on imagine, le plan Vigipirate, un petit mot, il a été renforcé. Alors on va rappeler en quoi cela consiste, les moyens qui sont mis en... Alors le plan Vigipirate, là aussi, c'est un outil extrêmement ancien, qui a une bonne trentaine d'années, qui a malheureusement connu un regain d'intérêt avec les attentats terroristes que notre pays a connu depuis quelques années. Donc le plan Vigipirate, c'est un catalogue de mesures avec ce qu'on appelle un socle, c'est-à-dire que quelle que soit la situation, quelle que soit la menace, on a des mesures de précaution qu'il convient d'appliquer tout le temps. Et puis, en fonction du type de menace, de la nature de cette menace, on peut rajouter des briques et donc adapter ce plan de précaution et de vigilance à la situation. Alors c'est vrai qu'il y a aujourd'hui 3 stades dans le plan Vigipirate. Depuis les attentats de Nice, donc on est au troisième niveau, le niveau le plus élevé, et on a donc. C'est quoi, c'est des moyens supplémentaires ? Non, c'est un peu des moyens supplémentaires, puisque le passage en urgence à attentat s'est accompagné d'une remobilisation du dispositif Sentinelle, dont les effectifs ont été quasiment multipliés par 2 depuis les attentats de Nice. Mais c'est surtout des mesures de précaution et de vigilance que doivent mettre en œuvre chacun des acteurs, que ce soit la puissance publique ou que ce soit les collectivités locales ou les acteurs économiques. Vigipirate, c'est vraiment un plan qui permet de mobiliser l'ensemble du pays autour d'un certain nombre de mesures. Donc évidemment, il y a la surveillance des lieux publics, des lieux les plus sensibles. Donc c'est vrai qu'avec Urgence Attentat et les attentats de Nice, une vigilance particulière a été apportée aux lieux de culte, plus particulièrement pendant le week-end de la Toussaint, puisque ceux-ci étaient davantage fréquentés, mais aussi les écoles, puisqu'on avait l'attentat qui a coûté la vie à Samuel Paty
Sainte-Honorine qui touchait un établissement scolaire et plus généralement donc à tous les lieux publics, les administrations, en tout cas tout ce qui peut représenter un symbole, mais également aussi les établissements sanitaires. Alors c'est vrai que mis bout à bout, ça fait un nombre conséquent d'établissements et de lieux à surveiller, d'où le fait que les militaires sont venus renforcer police et gendarmerie et police municipale pour prendre en compte de façon dynamique l'ensemble de ces secteurs. Donc il ne s'agit pas, certains nous disent, oui, mais Vigipirate en urgence attentat, il n'y a pas de garde statique devant l'école de mon fils, de ma fille. L'objectif, ce n'est pas de faire une garde statique 24 heures sur 24, c'est de pouvoir contrôler et de passer partout dans le département. Depuis ces attentats, justement, ces derniers attentats, des troubles particuliers dans le département ou pas du tout? Non, pas particulièrement. D'accord, pas de pistes, pas de... Nous, on suit bien évidemment au titre de la radicalisation un certain nombre de personnes. C'est vrai qu'à la faveur des derniers attentats, notamment dans les hommages qui ont été rendus aux différentes victimes, on a pu déceler un certain nombre de comportements que je qualifierais de suspects. Bon, pour l'éducation nationale et les hommages à Samuel Paty, ça concerne un petit peu plus d'une trentaine d'élèves. Il y a eu pour la plupart des suites judiciaires et des suites administratives, puisque administrativement, il y a eu des conseils de discipline systématiques et pour certains, une judiciarisation des sujets. Quelle est aujourd'hui la principale problématique pour vous, préfet du Var, dans ce temps on vient de l'évoquer, dans ce temps de période d'attentats et de crise sanitaire? C'est de gérer en même temps trois crises, une crise sanitaire, une crise sécuritaire et une crise économique. Avec la difficulté, c'est que la crise sanitaire implique des précautions, implique du télétravail, nous recommande de ne pas multiplier ni les réunions ni les contacts physiques, et qui fait que, avec les moyens qu'on a, nous, État, collectivités ou acteurs économiques, on a peut-être un petit peu plus de mal à communiquer et à interagir ensemble parce que le télétravail, c'est un principe. Tout le monde n'est pas équipé des ordinateurs qui le permettent. Et même dans les moyens de communication, si chacun a des téléphones, le téléphone ou la conférence téléphonique ne permet pas le même résultat qu'une réunion en présentiel. Et la visio se heurte à la multiplicité des dispositifs qui font que ceux-ci ne sont pas toujours compatibles les uns avec les autres. Donc ça, c'est vraiment la difficulté, c'est de maintenir la communication, maintenir les échanges, construire des actions communes, alors qu'on a un petit peu de mal à se croiser, à se rencontrer. Monsieur le préfet Evans Richard, nous vous remercions d'avoir répondu à ces questions, d'avoir fait un bilan en précédant donc notre Premier ministre, Jean Castex, qui s'exprimera donc ce soir à 18h à la télévision pour donc faire un bilan lui aussi et nous donner peut-être de nouvelles mesures. En tout cas, on n'a pas pu avoir d'informations de votre part. On vous remercie d'avoir participé à cette émission. Merci monsieur le préfet, au revoir. Je vous en prie. Merci à vous. Et merci de nous avoir suivis.